Salut! Dans cette vidéo, nous allons évoquer les problèmes de saturation magnétique des noyaux dans les transformateurs à tubes et voir comment le push-pull permet de résoudre ce problème. A tout de suite! On va parler de saturation et plus précisément de la saturation du noyau magnétique dans les transformateurs. Alors, le transformateur, quand il est utilisé sur un étage à tube unique, tel que je vous le représente ici, est traversé par un courant continu entre le transformateur ici et la triode. On va se contenter pour l'instant de l'étudier d'un point de vue statique. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on est sur un transformateur? Qu'est-ce qu'un transformateur? Finalement, un transformateur, ça n'est jamais qu'une self, que je vais vous dessiner comme ça. Alors cette self, si on prend une self standard, si j'ose dire, qui est donc bobinée sur l'air, on a vu dans les épisodes précédents que si on faisait traverser un courant, je vais mettre ici un générateur de courant, si on fait traverser un courant dans la self, le I1 que vous voyez ici, on a l'obtention en fonction du sens de bobinage, on va imaginer que c'est bobiné comme ça, on a la naissance d'un champ magnétique, ici B. Alors ce que l'on avait vu dans les épisodes précédents, c'est que ce champ magnétique était directement lié au courant qui traversait la self. Le champ magnétique, c'est donc B, ça s'exprime en Tesla, comme cela, ici, et c'est égal à μ0, qui est la perméabilité magnétique de l'air ou du vide, le nombre de tours, la longueur que multiplie le courant. Alors, ce qu'on peut déduire de cette équation ici, c'est que tant qu'une self est bobinée sur l'air, comme ça, nous avons un comportement linéaire. Pourquoi linéaire? Parce qu'on voit que le champ magnétique est multiplié par des constantes. Le μ0, qui est la constante de perméabilité magnétique du vide ou de l'air, est constante. Le nombre de tours et la longueur, bon ça pour le coup, à moins qu'on ait une bobine variable, mais le nombre de tours et la longueur c'est une constante, donc on voit que c'est directement, le champ magnétique est directement proportionnel au courant. Alors évidemment ça a une conséquence directe sur la self-induction, c'est que tant qu'on bobine sur l'air, on obtient des selfs de faible valeur. Pour compenser ce problème-là, on vient ajouter un noyau magnétique que je vais représenter comme cela. Voilà. On a un noyau ferromagnétique. Alors la propriété de ce noyau, en fait, c'est de concentrer les lignes de champ et donc d'obtenir, par la simple introduction de noyau à l'intérieur d'une bobine, une self plus importante. Ça va se traduire en fait par l'adjonction d'une perméabilité relative, ce que l'on appelle la perméabilité relative, qui est propre au matériau et qui va avoir pour effet d'augmenter le champ, la norme de ce champ-là. Et dans ces cas-là, l'équation devient μ0, μr. On vient rajouter ce qu'on appelle la perméabilité magnétique. Seul petit problème de faire cela, c'est que ce noyau magnétique qui est ici, que vous voyez là, n'est pas une constante, même si ça n'apparaît pas clairement à l'intérieur de cette formule. Pourquoi ça n'est pas une constante? Parce que le matériau qui est ici va dépendre, sa valeur en fait, va dépendre d'un certain nombre d'éléments. Entre autres choses, entre autres de la température, et ces propriétés ne sont pas constantes. En conséquence de quoi, ce que l'on introduit ici sous μr, qui est donc la valeur de cette perméabilité relative du matériau. Pourquoi relative? Parce que c'est par rapport à l'air. Ça n'est pas une constante, car en fait c'est une fonction d'un certain nombre d'éléments, dont la température, entre autres choses. Alors, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qui est en train de se passer à l'intérieur de cette self-là? Alors on va la soumettre à une variation de courant, pour l'instant, pour le comprendre. On va la soumettre à une variation de courant sous la forme de signal. Par exemple, on va imaginer qu'ici on a le courant, et on va faire varier le courant comme ça, sous la forme d'une fonction triangulaire, qui va monter et descendre. On va s'arrêter là. On va faire partir le courant de manière positive, redescendre à 0, et on inversera le sens du courant, ce qui aura pour effet, bien sûr, de changer le sens du champ magnétique.
Sachant que derrière cet enroulement-là, comme vous le voyez ici, il y a un autre enroulement qui constitue le transformateur. Alors, un matériau, par sa nature intrinsèque, un matériau ferromagnétique, si on le prend comme ça libre et qu'il est soumis à aucun champ, il n'est pas magnétisé. À l'intérieur de ce matériau, si on essayait de le diviser, on va dire, en un grand nombre de domaines, ce qu'on appelle des domaines magnétiques, ça c'est ce qu'on appelle des domaines magnétiques, je vais y venir. On a vu dans les épisodes précédents que le champ magnétique a toujours un sens, enfin une norme, un sens, etc., et une direction, et il n'existe pas, à tout le moins les équations de Maxwell ne le permettent pas, il n'existe pas de monopôle magnétique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de monopôle magnétique dans la nature. Alors certaines équations le prévoient, pas de monopôle magnétique. Ça n'existe pas. Ça veut dire que à l'intérieur du matériau, si on a un matériau ferromagnétique ou magnétique qu'on divise par 2, etc., par 4, etc., même quand on va descendre au niveau atomique, on aura toujours un sens. Alors quand le matériau n'est pas magnétisé, un matériau qui est dans la nature, bien sûr, il faut qu'on parle d'un matériau magnétisable. Quand un matériau n'est pas magnétisé, les domaines magnétiques à l'intérieur sont distribués de manière aléatoire. C'est-à-dire qu'on va avoir des domaines magnétiques comme ça, si on imagine nord-sud, qui sont distribués de manière aléatoire, un peu dans tous les sens. La conséquence d'avoir une distribution aléatoire dans le matériau fait que le matériau n'est pas magnétisé. Quand on magnétise un matériau, c'est ce que l'on va faire, eh bien on va se rendre compte que l'on oriente en fait ces domaines magnétiques dans un sens, et qui est le sens du champ auquel on soumet ce matériau, qui est ici. Alors ça a une conséquence parce que le comportement en particulier d'un transformateur qui va avoir un noyau ferromagnétique va cesser de se comporter comme un élément linéaire, et une des causes de la distorsion que nous avons à l'intérieur des amplis est liée précisément au fait que on a à l'intérieur un noyau magnétique, lequel noyau magnétique rend cet élément non linéaire par l'introduction, ici, d'une perméabilité magnétique non linéaire. Alors, on va y venir. Qu'est-ce qui va se passer quand on va injecter du courant là-dedans? Ce que vous voyez là, c'est cette self, ici, soumise à aucun courant. Quand on vient lui mettre à l'intérieur un matériau ferromagnétique, ce matériau ferromagnétique a des domaines magnétiques qui sont distribués de manière aléatoire. À partir du moment où on va injecter un courant à l'intérieur, et c'est ce que fera une triode dans un transformateur monotube, quand on va injecter un courant continu à l'intérieur, il est bien évident qu'on va faire naître un champ magnétique, et que ce champ magnétique va avoir tendance à venir orienter ces domaines magnétiques dans le sens du champ magnétique. Alors ça a une première conséquence. La première des conséquences que cela a, c'est que ici, on va devoir dépenser d'abord, on dépense de l'énergie pour faire ça, parce que toute modification à l'intérieur du matériau dépense de l'énergie, même minime, mais ça concourt à ce que l'on appelle les pertes magnétiques. Mais d'autre part, ces matériaux, quand ils se retrouvent orientés, comme vous le voyez sur l'animation qui est ici, ou sur l'image qui est ici, quand ils sont orientés, une fois qu'ils sont orientés, ils vont conserver, ils vont mémoriser, et c'est pas neutre d'utiliser ce terme, ils vont mémoriser ce sens une fois que l'on coupe le courant. Il faut savoir que les premières mémoires d'ordinateur, qui étaient des mémoires à tort, reposaient précisément sur cet effet mémoire des matériaux ferromagnétiques, c'est-à-dire à conserver une aimantation une fois qu'ils ne sont plus soumis à un champ magnétique. Seul petit problème, ce que l'on fait rentrer dans un transformateur, c'est un courant alternatif, comme cela, et qui donc va s'inverser, comme vous le voyez sur l'animation, enfin sur le schéma qui est ici. Et quand on vient inverser le sens du courant, forcément on inverse ici le champ magnétique, et on imagine aisément que le matériau qui était à l'intérieur va résister, dans un premier temps, à cette volonté qu'on lui impose, enfin du moins à ce phénomène physique que l'on lui impose, à savoir changer de sens les domaines magnétiques. Alors ça va avoir une conséquence, c'est que la non-linéarité, il va y avoir, outre la non-linéarité du matériau,
également un effet mémoire que l'on appelle l'hystérésis. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait là-dedans et comment ça fonctionne? On va séparer cette équation en deux parties, parce que le schéma BH, le graphe BH n'est souvent pas forcément correctement interprété. Cette partie qui est ici, là, on va enlever le muR qui est là. Si on est sur quelque chose de linéaire, c'est-à-dire avec de l'air, ici, ce que l'on a, ce sont des ampères divisés par des mètres, ou des ampères mètre moins 1. Donc on va tracer une courbe, et cette partie de l'équation qui est ici, on va lui donner le nom de H. Donc rien ne nous interdit de tracer à partir de là une courbe d'hystérésis de transformateur. Cette courbe d'hystérésis, elle se trace comme suit. Alors on vient donc tracer ici en abscisse le H, et on va mettre en ordonnée le champ. D'accord. D'un côté ici, on va avoir le champ. Alors dans cette équation, si le mu0 est de l'air, on est sur quelque chose de linéaire, dans ces cas-là, le tracé de cette courbe est facile. Quand le courant va monter, ici, on va tracer une droite, tout simplement. Bon, je vais la dessiner comme ça. Ça, c'est mu0. Ça veut dire que quand le courant monte de manière positive, le champ augmente. Quand il diminue, on repasse par les mêmes points. Et quand le courant devient négatif, le champ magnétique change de sens et ainsi de suite. Là, on est sur quelque chose de linéaire. Une self, ou un transformateur à air, est linéaire. Quand on introduit un matériau ferromagnétique à l'intérieur, ce qui est le cas ici, on va contraindre les domaines du matériau ferromagnétique à changer de sens. Alors qu'est-ce qui va se passer de manière concrète à l'intérieur de cette self ou de ce transformateur? Ce qui va se passer, c'est que au départ, ce matériau, on va imaginer, n'est pas magnétisé. Donc au départ, on va partir avec un courant qui est nul pour monter avec un courant positif. On va donc faire une première courbe, ce qu'on appelle la courbe de première aimantation, qui va monter comme ça jusqu'à atteindre un seuil de saturation. Pourquoi de saturation? Ça, c'est propre à tous les matériaux et à tous les phénomènes physiques. Il y a un moment où, quel que soit le courant que vous allez entrer à l'intérieur de cet élément, vous ne pourrez plus modifier l'aimantation propre du matériau ferromagnétique constituant le noyau. Ce qui veut dire que vous allez continuer à augmenter le courant, mais le champ ne va pas augmenter. Ça, c'est un phénomène de saturation. Quand le courant va redescendre, ce qui est le cas dans l'excitation avec un courant alternatif, on va dire. Mais quand le courant va redescendre, ce matériau qui est ici, comme vous le voyez là-dessus, il va pas immédiatement, les domaines magnétiques ne vont pas immédiatement changer de sens. C'est-à-dire qu'il va avoir tendance à résister à cette inversion du courant. Alors, le fait que l'on inverse, ça va avoir pour effet, quand le courant va redescendre, que le champ va redescendre comme ça, et là on a un effet mémoire. C'est-à-dire que vous voyez que dans cette partie où on redescend, on ne repasse pas par les points de la courbe de première aimantation. Quand on va arriver ici à 0 ampères, on aura quand même du champ. Ce champ ici est lié au fait que le matériau reste magnétisé. Et pour pouvoir le faire descendre, il va falloir qu'on aille tirer beaucoup plus loin jusqu'à atteindre un nouveau niveau de saturation. Un nouveau niveau de saturation, on va arriver par là, par exemple. Quand on va remonter, même phénomène, on ne va pas repasser par ces points-là,
parce que ce matériau ici, comme l'indique le schéma là, résiste. Donc on va se retrouver en saturation et on va commencer à remonter comme ça pour aller rejoindre la courbe qui est ici. Voilà. Alors je vous mets la courbe de l'hystérésis. Alors ça a une conséquence, cette hystérésis. D'accord? C'est du grec d'ailleurs, hystéra. Même en grec moderne, on continue à dire hystéra, c'est-à-dire plus tard. En grec moderne, on va utiliser hystéra ou argotera pour plus tard. Ça veut dire qu'on conserve en fait un effet mémoire et que la réponse d'un transformateur à un courant variable n'est plus linéaire et ne repasse pas par les mêmes points. Tout ceci, bien sûr, a une conséquence sur la réponse d'un transformateur et particulièrement dans la distorsion qu'apportera le transformateur à l'ensemble de l'amplificateur, puisqu'un amplificateur à tube, par défaut, enfin du moins la plupart des amplificateurs à tube, utilisent des transformateurs de sortie pour l'adaptation d'impédance. Alors si on trace cette courbe BH, comme ça, ici on a des ampères mètre-1, et que l'on est sur, comme vous le voyez ici, un transformateur à tube unique, il faut savoir que l'on fait parcourir dans le transformateur un courant. Or la courbe que l'on a vue ici, comme cela, a un hystérésis avec des zones de saturation, ici. Ici on est en saturation. Ici on est saturé. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on a un étage comme ça? Quand on a un étage comme ça, on a un courant ici, comme vous voyez, qui traverse le tube. Donc en conséquence de quoi, vous êtes de toute façon positionné quelque part ici. Ça, ou ici on a le courant de repos. On est travaillé avec un courant positif. Ça, c'est pas terrible, parce que vous comprenez bien que forcément, un ampli à tube unique va se mettre dans une condition où il ne sera pas exactement pile au milieu de ce cycle-là. Le seul moyen dans un amplificateur à tube unique, pour éviter ça et pour avoir ce cycle d'hystérésis de cette façon-là, c'est de construire en fait le transformateur avec une rupture dans son noyau magnétique, ce qui revient finalement comme si on augmentait la résistance. Ici on a le primaire et là le secondaire. On coupe ici, à cet endroit-là, le noyau magnétique du transformateur et on lui introduit un entrefer. La conséquence de ça, c'est que ça diminue la self-induction à l'entrée du transformateur. En conséquence de quoi, la réponse en basse fréquence d'un étage à tube unique comme celle-là est moins bonne que sur un étage à push-pull. Deuxième conséquence, on va devoir construire des transformateurs plus gros parce que on n'arrive pas à mettre un noyau avec une perméabilité relative très élevée. C'est pour ça que les self-inductions d'entrée, ici, dans les meilleurs des cas, elles font 8 Henry, 10 Henry, vraiment dans des transformateurs exceptionnels. Il est possible de tracer ce phénomène avec un simple oscilloscope. Alors j'ai fait la mesure, je vais vous la mettre en ligne tout de suite. C'est assez simple. Ce que vous allez faire, c'est que vous avez besoin d'un générateur basse fréquence, référencé à la masse. Vous rentrez sur un enroulement du transformateur. À la sortie, il faut mettre un intégrateur ici. Et là, vous venez relever le X et là le Y. Voilà. Alors pourquoi il faut mettre un intégrateur comme ça? C'est parce qu'on n'a pas fait en fait les diagrammes de phase dans un transformateur et pour pouvoir retrouver ça par rapport au champ, il faut mettre un intégrateur. Le problème, c'est que la démonstration mathématique de l'introduction de cet intégrateur qui est ici est un peu longue, donc considérez qu'il faut mettre un intégrateur. Et voilà, ce que vous voyez ici, c'est le tracé d'un transformateur que j'ai saturé avec un simple générateur BF. Alors évidemment, je l'ai saturé depuis le secondaire, parce que j'ai un générateur qui ne monte qu'à 20 volts, et vous retrouvez exactement cette courbe-là. Quand on est sur des transformateurs audio, bien sûr, la stratégie, c'est d'éviter, en fonction des matériaux et autres, d'essayer d'avoir un cycle d'hystérésis comme cela. Alors la solution, si vous regardez cette courbe, sur un étage à tube unique, vous avez un courant de repos, ici on va dire par exemple, qui ne vous place pas en conditions favorables pour éviter la saturation du transformateur, de venir travailler dans ces zones où la courbe n'est absolument pas linéaire.
Alors on peut considérer un étage en push-pull comme étant 2 étages à tube unique. Là je vous représente un étage à tube unique, il est traversé par un courant, comme ça. Donc on n'est pas dans des conditions favorables à l'utilisation d'un transformateur. Si j'ajoute un deuxième étage à tube unique, comme cela, ici je vais donc avoir 2 courants dans le transformateur, ce que vous voyez ici. Donc mon transformateur qui est là, qui est un transformateur à point milieu, il est alimenté comme cela. Comme ici j'ai 2 tubes, comme cela, j'ai 2 courants. Du fait que j'ai 2 courants à l'intérieur de ce bobinage, qu'est-ce qui va se passer d'un point de vue du champ engendré par ces courants continus? Essayez de faire ça avec une couleur bleue par exemple. Si on considère que, et c'est le cas, ces 2 bobinages sont bobinés dans le même sens. On va tourner comme ça. Ici j'ai un courant. Ce courant-là, il va me donner un champ dans ce sens-là. Et si vous regardez le champ qui est ici, là, il est exactement à l'inverse de celui-là. D'accord? Donc je vais avoir ici un champ B'. Donc dans un push-pull, on ne fait pas travailler le transformateur dans son régime continu dans cette partie du cycle ici, mais pile au milieu. Puisque le I1 qui est là, et le I2 qui serait ici, s'annulent dans le transformateur et on vient travailler pile au milieu. Alors évidemment, la seule contrainte, dans ces cas-là, c'est de ne pas aller travailler dans les zones de saturation du transformateur. C'est-à-dire que si on a une excursion très grande, évidemment, on aura de la distorsion. Ceci implique que pour pouvoir travailler ici, sur ce point de repos qui est là, il faut réunir 2 conditions. La première des conditions, il faut évidemment que le transformateur ait des enroulements parfaitement égaux. C'est-à-dire que la moindre dissymétrie dans le transformateur va vous faire vous déplacer votre point de repos quelque part ici. Deuxième condition, il faut que les courants ici, I1 et I2, soient rigoureusement égaux. De telle manière d'avoir des champs ici, B', B et B', qui se compensent dans le transformateur de manière idéale. Et également, et ça on verra après, avoir des caractéristiques sur les tubes qui sont idéalement parfaitement identiques. Dans les faits, on verra que c'est pas évident d'avoir des tubes qui ont exactement les mêmes caractéristiques. C'est pareil avec des transistors. Il est très difficile d'avoir des transistors ou des tubes qui ont exactement les mêmes caractéristiques. On peut s'en approcher, il faut les trier. Et on verra qu'il y a des montages qui supportent plus facilement, par exemple si on est couplé en triode, on peut avoir des tubes un peu plus disparates qu'en pentode en classe B. Voilà, on a fini pour ce sujet de l'équilibrage et de la saturation des transformateurs. Salut et à bientôt sur les ondes.